Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à toi, Mourad, Madame la maire de Gentilly, Monsieur le maire d'Ivry, donc qui est représenté par son adjointe Méa Desbernard, Monsieur Jean-Luc Laurent, ancien député de la circonscription et donc élu au Kremlin-Bicêtre, Yannick Le Lagadec et Ibrahima Traoré, qui sont tous les deux conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus du Val-de-Marne, chers amis. Un grand merci à vous d'être là pour ces vœux citoyens et un énorme merci aux militants et à mon équipe qui ont permis que cette soirée se fasse. Quel plaisir de se retrouver une nouvelle fois, une nouvelle année, plus nombreux et toujours aussi déterminés que les précédentes. La force de conviction qui anime les militants associatifs, les syndicalistes, les militants politiques et tous ceux qui mettent leur vie au service des autres ne connaissent pas la lassitude des mois qui passent. Toutes et tous, ils sont engagés pour leurs proches ou pour nos frères et sœurs en humanité, si loin soit-il. C'est la beauté et le sens de l'engagement pour la justice sociale et le pouvoir du peuple. À ce cortège valeureux se sont joints des millions de citoyens vêtus de jaune. Humiliés et traînés dans la boue depuis des années, insultés ouvertement par le président de la République et ses serviteurs, ils se sont levés cette année. L'année 2018 est de ce point de vue inédite. Les Gilets jaunes en sont l'événement. Qu'ils soient bienvenus dans la lutte pour l'égalité et les droits pour toutes et tous. Qu'ils soient bienvenus pour terrasser la finance et les banquiers qui ont fait main basse sur la République. Qu'ils soient bienvenus pour agir en pleine solidarité contre le monde vorace dans lequel les puissants veulent nous faire vivre. Nous ne voulons pas de leur monde. Nous n'en voudrons jamais et nous n'en avons jamais voulu. Nous savons que ce refus est partagé par les Gilets jaunes et que tant des nôtres se trouvent parmi eux. Leur insoumission est quotidienne. Courage à eux et à elles, parce que ce sont beaucoup des femmes, qui sur les ronds-points et dans les manifestations où nous les rejoignons sont la gloire de la patrie. Nous connaissons l'histoire de notre pays, les soubresauts qui sont les siens, et ces moments de créativité intense dont la France est capable. Nous sentons quand elle se réveille, et le géant que l'on craignait de pierre soudain s'anime et revient à nous, puissant et fier, le génie révolutionnaire français. Les dernières semaines nous disent quelque chose. Macron avait souhaité que l'année 2018 soit celle de la cohésion nationale. Il a lamentablement échoué. Nous savions à quel point il attisait les braises des divisions sociales. Il faisait pression sur les salaires, pillait l'État, vendait nos biens communs et bradait la République sans vergogne. Nous le savions et nous l'avons dit sans cesse à l'Assemblée, car il nous faut toujours présenter la possibilité d'un autre présent possible. Nous ne sommes pas condamnés à cette médiocrité politique qui nous gouverne. Aucune idée neuve, rien de valable, et le goût de l'argent pour seul gouvernail. En Marche tourne en rond et se perd dans les cercles vacillants du capital, de ceux qui croient que l'argent mesure leur valeur personnelle et s'en vantent sans se rendre compte qu'il n'y a pas de toge plus ridicule et indécent lorsque notre pays compte 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, les dernières semaines nous disent quelque chose. Elles nous rappellent que l'histoire surgit toujours sans qu'on l'attende. Le moment précédent, on se dit que tout est réuni pour qu'une lutte sociale d'ampleur émerge. On s'interroge, elle ne vient pas. Qu'attend-elle donc? L'attentisme aurait-il remplacé la tradition de combat et la passion de notre pays pour l'égalité? Puis, soudain, un mouvement émerge, massif et puissant, qui dit la colère de tout un pays contre les inégalités et les injustices. Ainsi va l'histoire. Après coup, il est possible de se dire que tout était là pour que surgisse une telle force, expression de la puissance historique du peuple français. Mais rien ne percera jamais le mystère de l'événement, ce moment où les eaux brisent les digues du pouvoir autoritaire, où elles déferlent en appelant à ce qui nous attache toutes et tous aux principes républicains et démocratiques, la souveraineté ou autrement dit, la liberté du peuple.
Pour des gens qui, dans les médias, jouent aux indignés et semblent se souvenir des principes démocratiques dont ils n'ont que faire quand ils applaudissent à quatre mains la loi renseignement ou les assignations à résidence de militants politiques ou associatifs, pour ces gens donc, la révolution est du plus bel effet dans les manuels d'histoire. Mais ils la veulent passer, dépasser et enterrer. Ils refusent de reconnaître les nouveaux privilèges par crainte de les perdre. Ils adorent le pouvoir de l'argent en faisant profession d'une fausse indépendance et d'une liberté de conscience que les meilleures lunettes ne seraient aidées à distinguer. Mais il faut apprendre et répéter à ces messieurs que la révolution n'est pas terminée. La passion de la France pour l'égalité lui donne envie de compléter la révolution politique par la révolution sociale. Le capitalisme de notre temps est incapable de justifier les écarts entre positions sociales. Comment justifier qu'un enseignant ou qu'un infirmier commence à peine au-dessus du SMIC et que le patron de Renault se paie près de 800 fois le SMIC et ne paie même pas ses impôts? L'absurdité de cette situation apparaît aux yeux de tous. La cupidité de ces gens n'est même pas imaginable. Avec autant d'argent, ils trouvent encore le moyen de vouloir se gaver et de ne pas s'acquitter de leurs devoirs. Alors, allez le dire à Macron. Nous les avons trouvés, les Français qui n'ont pas le goût de l'effort. Ce sont ceux qui refusent de payer l'impôt, les fraudeurs et les évadés fiscaux. Les Cahuzac, Amazon, Facebook et autres fortunes qui méprisent ouvertement notre République et notre peuple. Ils paieront à la hauteur de leur mépris et de leur irrespect de la loi qui doit s'imposer à toutes et tous. La France a retrouvé le goût de l'horizon à partir d'un quotidien insupportable. Les aides-soignants, les travailleurs à domicile, les ouvriers, les employés, les chômeurs, les infirmiers, les jeunes, les retraités, tous ceux que les gouvernements successifs ont précarisés d'année en année, ce sont eux qui aujourd'hui montrent à la France le chemin de son histoire. La fin de l'année précédente est le début de la phase où la France va se réinventer. La révolution citoyenne que nous appelons de nos vœux et à laquelle toutes nos actions contribuent est commencée. Le chemin ouvert, il ne faudrait pas penser qu'il est plein de certitudes déjà tracées. Mais nos adversaires, ceux qui ne supportent pas le peuple, n'arriveront pas à nous barrer la route. Avec les Gilets jaunes, nous allons contribuer à construire un avenir en commun qui a émergé autour des ronds-points. Nous allons apporter tout ce que nous pouvons à ce processus. Nous allons nous y engager de toutes nos forces. Au Parlement, nous sommes seuls à défendre les Gilets jaunes, à relayer cette parole trop longtemps muselée par les puissants. Quant aux puissants, ils enragent. Ils ne supportent pas que les travailleurs et les pauvres de ce pays s'invitent dans un débat politique qu'ils voudraient être les seuls à maîtriser. Le mépris et l'insulte sont parmi les caractéristiques les plus notables du macronisme. Leur haine de classe s'est déployée sans mesure. Un ancien ministre de l'Éducation nationale voudrait même faire tirer l'armée sur les Gilets jaunes. Une pluie d'insultes est tombée sur ce mouvement citoyen. On leur a tout fait, ou presque, peut-être vont-ils trouver des nouvelles ficelles bientôt. On a dit que c'était des fascistes, antisémites, homophobes, racistes, factieux et j'en passe. Pourtant, aucune de ces absurdités n'a érodé le soutien massif dont jouit le mouvement. Rien n'eût fait. Insulter les gens n'est pas une solution pour qu'ils cessent de s'engager. Quelques imbéciles ont pu, ici ou là, croire que tenter de porter le mouvement à l'extrême droite, aidés par les macronistes et leur presse aux ordres qui semblent décider à faire campagne pour Le Pen aux élections européennes. Mais la manœuvre est ratée. En matière de justice fiscale et d'écologie, l'extrême droite est ignorante. La hausse du SMIC, Le Pen est contre, comme Macron. La retraite à 60 ans à temps plein, Le Pen est contre, comme Macron. La régularisation des travailleurs sans papier, Le Pen est contre, comme Macron. La 5e République qui verrouille nos institutions et écrase le peuple, Le Pen est pour son maintien, empire, comme Macron. La répression policière des mouvements sociaux, Le Pen en rêvait, Macron l'a fait. Mais ceux-là nous trouveront sur leur route.
Les deux pensent que, dans l'état actuel de la France, ils peuvent s'asseoir sur la justice sociale et la souveraineté populaire. Ils se trompent et manifestement ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Ces gens sont des inconséquents. Le dernier point commun entre eux est l'ignorance totale du problème écologique que nous devons affronter maintenant et au plus vite. Leur seul objectif est de prendre le pouvoir pour eux-mêmes, et tant pis s'ils doivent gouverner dans un désert. Leur soif de pouvoir est déraisonnable et les empêche de voir ce qui est en jeu aujourd'hui dans la fonction politique, la survie de l'humanité et la possibilité de vivre dans des conditions acceptables et justes. Excusez-moi. Pour Le Pen et Macron, tout cela n'est rien, du pinaillage. Ils roulent pour eux-mêmes, non, et n'auront jamais le courage politique de changer les modes de production et de consommation. Pour cela, il faudrait de la volonté politique, celle de s'opposer aux intérêts les plus puissants, de la Société Générale à Monsanto, en passant par les fonds de pension qui dépècent notre industrie. Comme le montrent les éloges répétés du Front National par les médias et les violences dont nous sommes par comparaison l'objet, il ne fait aucun doute que les classes dominantes ont fait leur choix. Mieux vaut Hitler que le Front populaire. Ce qui valait hier pour les classes dominantes leur semble toujours aussi raisonnable de leur point de vue. Pire que cela, je pense que l'aveuglement est la marque de fabrique d'une partie des représentants des intérêts du capital financier. Ils croient que toujours, et en dépit de tout ce qu'ils pourraient faire subir au peuple, ils l'emporteraient contre le Front National. Ils se trompent. Au Brésil, ceux qui ont emprisonné Lula pensaient l'emporter contre Bolsonaro. Ils ont fait moins de 10% au premier tour. Aux États-Unis, ceux qui ont empêché Sanders d'être candidat en trichant aux primaires démocrates pensaient qu'il ne ferait qu'une bouchée de Trump. Ils se sont inclinés. Et cela pour une raison simple, qu'une lecture de l'histoire du siècle précédent nous apprend sans difficulté. Les intérêts que défendent un Macron, un Temer ou une Clinton s'accommodent tout aussi bien de gouvernements d'extrême droite. Mais ils ont pour nous et pour les nôtres une peur bleue. Ils mourraient plutôt que de partager leurs richesses. Dans toute l'Europe de l'Est, les alliés de Le Pen s'opposent constamment au peuple quand ils sont au pouvoir. Dans la Hongrie de Orban, les employeurs peuvent maintenant imposer jusqu'à 400 heures supplémentaires par an pour les salariés, mais payables bien sûr dans les 3 ans. L'Autriche de Kurz est en train d'installer la journée de travail de 12 heures avec la fin de la majoration des heures supplémentaires. Je pense que nous pourrions suggérer ce soir aux Le Pen et Macron d'organiser un colloque sur les meilleures idées pour piller les travailleurs. L'Europe ultralibérale et l'Europe fascisante sont 2 pièces d'une même médaille. Parfois, il devient même difficile de les distinguer l'une de l'autre. La répression contre le mouvement des Gilets jaunes n'est pas le fait d'un gouvernement démocratique. Plus de 5000 personnes arrêtées ces dernières semaines, 12 morts, des milliers de blessés, une utilisation des gardiens de la paix avec des ordres qui les mettent eux-mêmes en danger, une remise en cause du droit de manifester et la mise en procès de l'opposition tout entière pour, je cite la députée Aurore Berger, « armer les esprits pour la violence ». Dans le pays des droits humains et des Lumières, nous avons donc atteint un point où des députés qui osent se prétendre progressistes peuvent considérer qu'armer les esprits est un crime. Qu'Aurore Berger se penche sur l'encyclopédie de Diderot, elle pourrait lire avec nous qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres, que chaque individu de la même espèce a le droit de jouir de la liberté aussitôt qu'il jouit de la raison. Les comportements monarchiques de Macron font fi de ces lignes. Ce président use et abuse de ce que permet la Ve République, oublie que sa source de légitimité se trouve dans le peuple. Comme l'écrit le même Diderot, le gouvernement mis entre les mains d'un seul n'est pas un bien particulier, mais un bien public
qui par conséquent ne peut jamais être enlevé au peuple, à qui seul il appartient essentiellement et en pleine propriété. Quoi que ce petit roi pense, la résignation a reculé dans notre pays. Ses propos ne sont même plus écoutés. Le roi est nu. Des attributs du pouvoir, il ne lui reste qu'une majorité parlementaire aux ordres et incapable d'autonomie, la police et l'armée. Le pouvoir est en train de se retrancher. Mais les Français n'en ont pas fini avec lui. Macron paie aussi pour Hollande et Sarkozy. À trop taper sur les classes populaires et moyennes, ces trois-là ont exaspéré notre colère. Ils ont réveillé le pays profondément politique que nous sommes. La République en marche pense donc qu'un débat prédéfini suffira à mettre un point final au mouvement social et citoyen dans notre pays. Débattre de rien pendant des mois, en étant sûr que les revendications des Gilets jaunes ne seront pas prises en compte, qui voudrait être la victime d'un stratagème aussi grossier? Une seule explication me vient pour comprendre ce début d'année calamiteux du gouvernement. Leur mépris n'est pas une tactique pour plaire à quelques gens suffisants et contents d'eux dans le pays. Non, il est réel. Ils méprisent les gens et pensent pouvoir les rouler de cette façon. Le mécanisme est déjà pensé. Un débat où personne ne va, mais qui est décrit comme un grand succès, après lequel Macron décidera seul, ou peut-être plus vicieux, proposera un référendum pour valider des propositions de loi qui étaient déjà dans l'agenda du gouvernement. Simple comme bonjour. Mais ils ne rouleront personne. Ils n'ont absolument pas conscience de ce qui est en train de se passer dans notre pays. La dernière fois qu'un tel moment de politisation a eu lieu en France, c'est le moment où nous avons rejeté le traité constitutionnel européen en 2005. Comme en 2005, il y a cette intensité des débats, la joie de se retrouver ensemble, d'éprouver un sentiment de liberté, de se saisir de la politique. Le peuple est en mouvement, pas en marche et en cadence, comme le voudrait ce gouvernement au visage autoritaire. Ce mouvement ne s'arrêtera pas de sitôt, et certaines des étapes des Gilets jaunes seront rythmées par des élections. De 2008 à 2019, nous avons été gouvernés par une Union européenne organisée par des traités que nous avions pourtant refusés. Cette alliance des gouvernements européens court-circuite en permanence les peuples et les parlements nationaux. Elle aggrave les maux particulièrement profonds de la Ve République. Ces élections européennes que nous aurons en mai sont l'occasion pour dire non à Macron et à son monde. Je nous souhaite donc qu'en 2019, que partout en Europe, les peuples s'élèvent contre la finance toute puissante, contre cette Europe aveugle au massacre des migrants en Méditerranée. Que les peuples retrouvent leur souveraineté, sans laquelle il n'y a pas de démocratie possible. Les banquiers et leurs nombreux représentants politiques ont trouvé à Bruxelles des places de choix pour contourner les représentants nationaux des peuples. Avec cette élection européenne, nous tenons l'occasion d'aller les chercher. Il faut envoyer le plus grand nombre de députés européens à Bruxelles qui fassent entendre la voix du peuple, qui débusquent les lobbies, qui appuient là où ça fait mal, au cœur de l'alliance entre certaines politiques et les milieux de l'argent. Il faut faire vivre nos idées, celles d'un humanisme réel qui sait qu'aucune politique écologiste ou d'égalité sociale n'est concevable dans le cadre des actuels traités européens. Il faut continuer à nous battre pour construire tous les jours une société solidaire. Dans les actions de la circonscription, j'ai tenté de m'y employer. Aux côtés des soignants et des soignantes des hôpitaux, notamment à Charlevoix ou encore à Mont-d'Or, pour une politique de santé pour toutes et tous. Dans les écoles, les collèges, les lycées, pour une éducation digne. Auprès de citoyens contre l'habitat indigne. Avec les associations pour qu'ils aient les moyens d'agir. Avec les avocats et les magistrats pour une justice au nom du peuple, auprès des auxiliaires de vie scolaire pour la dignité des enfants et leurs conditions de travail. Je me suis battue avec vous pour des conditions dignes pour les personnes en situation de handicap,
pour la régularisation des travailleurs et étudiants sans papier, contre la reconstruction de l'incinérateur, pour le droit à la nature dans la ville, avec les syndicalistes, les précaires et chômeurs qui luttent pour leurs droits, et beaucoup encore d'autres combats que nous menons fièrement ensemble. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement encore une fois les militants qui me donnent de la force chaque jour et les citoyens que je rencontre, dont l'énergie pour le combat m'est précieuse quand il faut les représenter dans l'hémicycle. Merci et un grand merci à mon équipe également, avec qui je mène ce combat joyeusement et sans qui mon travail serait impossible. 2019 sera une année d'espoir. Nous allons continuer à porter l'alternative pour une France meilleure et plus juste. Nous allons continuer de nous battre pour augmenter les petites pensions, les minima sociaux, le SMIC. Il faut égaliser les conditions sociales dans notre société, sans quoi jamais elle ne sera capable de faire face aux enjeux posés par l'écologie. Tant que les structures sociales poussent à l'envie et au gain, rien ne sera possible pour la survie de l'espèce. Il faut transformer ces structures de fond en comble et organiser urgemment la planification écologique avant que tout autour de nous devienne désert et que nous subissions sans pouvoir réagir des changements d'une brutalité inouïe. Il faut sortir des énergies carbonées, il faut sortir du nucléaire, il faut arrêter avec la folie du libre-échange. Pour que ces intérêts qui nous sont à tous communs puissent s'accomplir, il faut convoquer une constituante et rédiger ensemble la constitution de la 6e République et que le peuple prenne le pouvoir. Depuis plusieurs années, nous portons beaucoup des idées qui ont émergé du mouvement des Gilets jaunes. Nous portons, avec la majorité de nos concitoyens, ces gilets du peuple. Nous devons être fiers et heureux que s'ouvre un horizon nouveau pour notre pays et y prendre notre part. Nous incarnons l'espoir et je crois qu'il est plus que tout nécessaire dans ces périodes incertaines où l'histoire vacille de tout faire pour la porter du bon côté. Je sais que la France insoumise peut assumer politiquement ce rôle. Nous sommes prêts à gouverner si le président décide de dissoudre l'Assemblée. Nous sommes prêts à donner le pouvoir à celui à qui il appartient de droit en démocratie, le peuple. Je me battrai avec tous ceux et toutes celles qui le souhaitent dans ce sens. Avant d'écouter les musiciens, et je voudrais remercier très chaleureusement le groupe de Courant d'Air Chaud qui nous accompagne pour la 2e année des vœux, et de partager tous ensemble un beau moment, car il n'est pas de lutte sans joie, ni, comme disaient les Chiliens, de révolution sans guitare. Je voulais vous lire ces quelques vers du poète grec Yannis Ritsos qui nous dit « La France que nous aimons ». Mais toi, la France, toi, notre sœur, qui a réveillé l'univers à la lueur de 1789 incendies, toi qui as lâché 1789 colombes avec au bec un rameau fleuri d'amandier, au-dessus de tous les toits rouges de nos villages, qui a lancé 1789 hirondelles dans les fils télégraphiques du ciel pour annoncer le tout premier printemps de notre terre. Tu le sais bien, toi notre sœur, comme tes frères, se sont écrits sur leurs semelles le nom de la mort, pour s'en aller avant, frappant de leurs clous sonores les sommets de leur vaillance. Souvent, nous épaugeons nos yeux d'un lambeau déchiré de ciel. Souvent, nous déjeunons d'un morceau de soleil séché. Mais toi, tu sais comme seul pourrait nous rafraîchir cette pleine gourde de la liberté qui bat toujours sur le métal de notre chaîne, tandis que nous ne dormons pas, mis à la porte de la nuit. Demain, nous sortirons à l'aube, ainsi parle aussi le poète. Chacun de nous, avec 12 couples de bœufs, labourer notre champ imbibé de sang. Nous nous retrouverons alors, amis de la France, tous les deux enfants de la liberté, au pied de l'arbre et de la fleur et du soleil,
nous nous retrouverons. Nous aurons le ciel pour drapeau. Nous nous retrouverons pour labourer la terre, de fond en comble, et pour semer du blé à gros grains et des roses toutes rouges, camarades France. Un grand merci à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année, en commençant par cette soirée partagée, et un grand merci.